Élue dans Mille-Îles en 1994, Lise Leduc assume la responsabilité de secrétaire régionale et adjointe parlementaire du ministre de la région de Laval. Lise Leduc a été présidente fondatrice du Réseau des femmes parlementaires des Amériques. Elle a aussi été adjointe parlementaire de 3 ministres. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, Mme Leduc. Bonjour. Vous avez travaillé avec Mme Marois, qui était ministre de la Santé, je crois, à l'époque, et de la Famille, pour l'implantation des garderies à 5 $ à l'époque. Oui, oui. Est-ce que cette mesure-là ne serait pas arrivée trop tôt parce qu'il n'y avait pas de la place pour tout le monde à 5 $? Moi, je pense que si on avait attendu qu'il y ait de la place pour tout le monde, on attendrait encore. Là, il en manque encore des places en garderie. Comme je vous dis, je suis quelqu'un de pragmatique. Il faut commencer. Là. Même si on ne peut pas tout faire très bien du premier coup, il faut commencer. Puis je pense que les places en garderie, c'était vraiment essentiel. D'abord, ça répondait c'était une mesure de conciliation travail-famille. Donc, en plein dans l'idéologie que j'avais défendue au CIEF, de l'autonomie financière des femmes, de leur mettre des conditions qui fassent qu'ils puissent retourner sur le marché du travail. Alors, c'est sûr que c'était pas parfait, mais je pense qu'il faut commencer à un moment donné. Là. Attendre la perfection, on ne bouge pas beaucoup. Et toujours dans le secteur social, est-ce qu'il y a d'autres mesures sur lesquelles vous avez travaillé et puis peut-être moins en évidence, mais qui ont quand même donné des résultats? Bien, c'est sûr que je faisais partie du comité aviseur sur l'aide sociale. Là, j'avais beaucoup travaillé sur ce dossier-là au CIEF. Donc, puis il y avait beaucoup de femmes aussi qui sont pauvres, beaucoup de femmes sur l'aide sociale. Il y a plus de femmes que d'hommes qui sont sur l'aide sociale. Alors, c'est sûr que je faisais partie du comité aviseur. Et quand est arrivé le déficit zéro, c'était M. Boisclair qui était ministre à ce moment-là, responsable de ce dossier. En tout cas, à force de faire des représentations et d'avoir aussi une oreille attentive de la part du ministre qui était responsable, là, on a réussi à diminuer les mesures, les coupes là, de plusieurs millions. Mais, tu sais, ça paraît pas, ça, quand tu travailles, là, mais reste que c'était là dans la poche des gens, là, sur l'aide sociale, les plus pauvres. Là, ça aussi, ça a été comme intéressant, là, comme... Réalisation. Réalisation, non? Le chantier du métro de Laval s'est mis en branle en 1998. C'est quelque chose que vous me demandiez, mais vous tenez aussi au pont dans l'Est et finalement, vous avez eu les deux. Oui, bien, je veux dire que j'ai eu les deux. Le pont dans l'Est est arrivé, mais c'est mon successeur libéral. Ça s'est fait dans le temps des... C'est sûr que le fait qu'on l'avait beaucoup travaillé, le dossier, et moi, j'avais, à l'intérieur du Parti québécois, là, j'avais eu l'appui de M. Bouchard là-dessus, là, tout ça, parce qu'il y avait quand même... un caucus. En tout cas, sur l'île de Montréal, c'est pas tout le monde qui voulait que le pont soit construit dans les députés. C'est-à-dire qu'il y avait un peu Et j'avais quand même obtenu que, évidemment, le ministre des Transports, c'était M. Chevrette à ce moment-là. Lui, étant de Joliette aussi, il était poussé par ses commettants pour avoir le pont dans l'Est. Et moi aussi, par mes commettants de Saint-François, là, de l'Est de l'île. Là. Et on avait réussi à avoir l'approbation de M. Bouchard. Ça faisait partie du plan de transport. Alors, je pense que ça n'a pas nuit quand les libéraux sont arrivés. Ils ne sont pas partis de zéro. Là. Au ministère des Transports, il y avait des affaires de fait pour le pont dans l'Est. En 1998, vous êtes représenté aux élections. Est-ce que vous aviez encore un programme chargé, des engagements assez importants? Les dossiers qui étaient importants pour moi ont toujours été les dossiers sociaux, de la lutte à la pauvreté et de l'avancement des femmes. Alors, c'est resté un peu dans cette ligne-là, là, les engagements que je prenais. J'ai compris ça. J'avais des engagements d'environnement un peu plus, peut-être. Là. Votre majorité a baissé en 98 par rapport à 94. Est-ce que vous avez eu une explication à ça? Bien, moi, l'explication que j'y voyais, c'est sûr que c'est là que c'était la montée de l'ADQ, là.
Et pendant la campagne, moi, je faisais toujours beaucoup de porte-à-porte. Pendant la campagne, là, dans, mettons, les secteurs qui nous étaient favorables au Parti québécois, là, je rencontrais des gens puis qui m'étaient favorables à moi, ils ne me reprochaient rien. Là, comme député, c'était correct. Là, mais ils disaient, là, cette fois-là, Mme Leduc, là, on va voter à DQ. Ils me le disaient. Là, moi, j'aime mieux. Bien, de toute façon, quand je faisais du porte-à-porte, j'aimais mieux que les gens me disent la vérité. Moi, je leur disais la vérité. Puis, oui. Alors là, j'avais senti que ça montait dans les quartiers où on allait chercher notre majorité, qui n'a jamais été très forte dans Mille-Îles. Là. Alors, c'était dans ces quartiers-là de jeunes familles, etc., là, que la DQ montait. Et si ma mémoire est bonne, là, je ne peux pas dire si c'est au niveau du comté ou au niveau du quartier où actuellement on allait, mais il était venu chercher 17 %. Et vous êtes retourné réélu et le PQ retourne au pouvoir, le gouvernement Bouchard. Est-ce que vous attendiez d'être nommé ministre? Il n'y a pas un député, quand on fait une carrière politique, m'attendre, pas nécessairement, mais qui peut-être ne souhaite pas, il n'y a personne qui va dire non si on lui offre. Hein? Je pense que quand on fait de la politique, tu acceptes. Maintenant, c'est sûr que le caucus Lavallois, il y avait beaucoup de ministrables là-dedans. Là. Ça se bousculait un peu aux portillons pour être ministre. Et je m'inclus là-dedans. Là. Je ne veux pas dire que je n'étais pas ministrable. Là. Mais c'est clair que mes collègues aussi, là, alors, disons que j'ai pas... ça m'a pas... ça n'a pas manqué à mon bonheur, là. Puis même, j'ai un de mes collègues qui me dit, à un moment donné... après qu'il ait été nommé ministre, ça fait un bout de temps, il dit, Lise, il dit, tu penses que tu n'as pas de pouvoir? Ben, il dit, moi, j'en ai moins, maintenant que je suis ministre au cabinet. Fait que disons que ça m'a consolé. M. Bouchard vous a nommé adjointe parlementaire de Mme Marois à la santé et services sociaux. Est-ce que là, vous aviez des responsabilités spécifiques? Bon, d'abord, là, c'est moi qui présidais le comité aviseur de Mme Marois en santé, là, comme son adjointe parlementaire. Dans la commission parlementaire en santé et services sociaux aussi, là, voir à ce que les choses se déroulent comme elle le souhaite, Et aussi, pour ce qui est elle m'avait confié aussi, j'avais rencontré les groupes de femmes, là, un par un, pour savoir quelles étaient leurs demandes. Là. Puis, c'est comme la préparation à ce qu'elles les rencontrent. C'est sûr que j'ai toujours été utilisée dans les groupes de femmes parce que c'est un domaine que je connaissais bien et où j'étais connue. Puis, pour ce qui est de Laval, j'avais les dossiers santé. Et le dossier du Charles, ça vraiment, elle m'a laissé aller. Là. Elle l'appuyait, parce que c'était la ministre, c'est elle qu'il fallait qu'il fasse la loi. Mais le dossier du Charles, là, c'était moi qui étais présente beaucoup. C'est quoi ce dossier-là? Excusez-moi, c'est le Centre hospitalier ambulatoire régional de Laval. Qui maintenant s'appelle Centre ambulatoire, il n'y a pas hospitalier, Centre ambulatoire régional local. Mais c'est de la médecine préventive. Moi, j'y tenais beaucoup parce que je croyais à ça, la médecine préventive. Là, donc, la prévention, c'est important pour vous? Oui. En Chambre, je crois que c'est à l'Assemblée nationale, vous me corrigerez, M. Charest, qui était chef d'opposition, vous a reproché d'avoir manqué de respect envers la minorité anglophone. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, en Chambre, pendant la période de questions, à la longue, on apporte nos lettres à signer, tout ça. Alors moi, j'étais dans ma bulle, j'écoutais un peu les interventions qui se font. Puis tout à coup, M. Charest a posé une question en anglais. Alors moi, ça m'a comme surpris. Puis évidemment, comme c'était pas usuel à la Chambre, là, il s'est fait un silence dans la Chambre, puis moi, je m'en vais dire, franchement. Alors, ça a été le mot qui a sorti, que tout le monde a entendu dans la Chambre, hein, voulant dire, franchement, qu'est-ce que c'est ça, là, tu sais? La question principale, maintenant, M. le chef de l'opposition officielle. Mr. Speaker, my question is for the Minister of Health and Social Services. Bien. Monsieur le chef de l'opposition officielle. Mr. Speaker, if the MNA from Mille-Îles has problems with tolerance, I can assure the Liberal Party of Quebec doesn't have problems with tolerance. The true face of the Parti québécois, Mr. Speaker. Mr. Speaker, my question is to the Minister of Health and Social Services.
Alors, M. Charest n'a pas aimé ça. Je ne sais pas pour quelle raison, là. Mais n'a pas aimé ça. Et quand il a continué ses questions, il continuait constamment à me nommer la députée de Mille-Îles, ce qu'un chef d'opposition ne fait pas habituellement. Hein? C'est rare qu'il s'occupe des députés qui sont... Qui ne sont pas ministres. Non, qui ne sont pas ministres, là, ouais, c'est ça. Alors là, je me suis dit, bon, voilà, faut que je vois où ça va me mener. Alors là, je me suis dépêchée j'ai dit, là, je vais avoir les journalistes aux trousses, là, et ils n'ont fait jamais ça, là. Alors là, je préparais ce que j'étais pour répondre. Puis là, aussitôt que la période de questions, je me suis en allée à mon bureau. Et puis, j'ai dit à mon attaché politique, as-tu écouté? Elle a dit non. Pas ce fois-là, elle n'avait pas écouté. Bien, je dis, c'est pas grave, là, ferme la porte. Voici ce que je vais dire. Elle dit, c'est correct. Là, il était déjà rendu à la porte, les journalistes anglophones. Évidemment, parce que là, c'était comme... Ils prenaient ça comme... Mais moi, je leur ai dit, écoutez, l'Assemblée nationale, c'est la première fois qu'on pose une question en anglais, puis la langue au Québec, la langue officielle, c'est le français. Donc, j'ai été surprise. Là, ils m'ont demandé qu'est-ce que j'avais dit. Bien, j'ai dit « honestly ». C'est tout. That's all. Puis moi, de toute façon, j'étais un prof d'anglais langue seconde. C'est ça que je faisais avant, là. Fait que je pense pas que l'anglais, j'ai des préjugés, là. Je pense que, oui, c'est bon de connaître plusieurs langues, etc., là, tu sais. Alors, j'ai dit... Puis là, ils m'ont posé la question, ben oui, mais vous brimez pas les anglophones, vu qu'il n'y a pas de question en anglais. Bien, j'ai dit non, c'est la langue officielle, c'est le français. Et votre travail à vous, c'est de faire qu'ils soient bien informés, là, tu sais. Alors, ça s'est assez bien passé. Il y a juste la Gazette qui m'a fait deux autres billets, là, en me traitant, évidemment, de ce qu'ils traitent les souverainistes habituellement. Mais finalement, ça s'est éteint. Oui, ça s'est éteint. En 1999, lors d'une rencontre à Québec des femmes parlementaires d'Amérique, vous avez créé un réseau de femmes parlementaires. Oui. Et la première réunion qui avait lieu à Québec, ici, Mme Monique Simard, qui était députée à ce moment-là, avait présenté une proposition que les autres députés qui participaient à la COPA avaient appuyée, qu'on crée un réseau des femmes parlementaires. En plus du réseau de tous les parlementaires, qu'il y ait un réseau des femmes parlementaires. Alors, quand elle a quitté, moi, j'ai repris cette proposition-là. Je suis allée voir le président, M. Charbonneau. Et bien, il dit, si tu veux le faire, fais-le, là. Alors, c'est comme ça que j'ai mis sur pied le réseau. Évidemment, j'ai été élue première présidente fondatrice, là. Mais ça a été du travail, mais fort intéressant. Est-ce que ça a donné des résultats, pas seulement ici, au Québec, au Canada, mais oui, dans l'ensemble de l'Amérique? On avait une réunion de juste l'exécutif et les femmes avaient présenté un projet de loi de programme d'accès à l'égalité pour leur pays. Et dans le cadre de cette réunion-là, le président de la Chambre dit qu'il nous invite, là, toutes leurs députés et leurs ministres et les autres femmes qui étaient là pour un dîner. Mais pendant ce temps-là, à un moment donné, il arrive une attachée politique. Le projet de loi de programme d'accès à l'égalité ne devait pas être appelé, mais il l'a appelé, puis il a été battu. Ça fait que là, hein, tu vois comment ça fonctionne. Mais, parce qu'il n'y avait pas de femmes en chambre à ce moment-là. Non, il n'y avait aucune femme en chambre à ce moment-là. Il n'y avait aucune femme en chambre à ce moment-là. Mais ça a fait... Là, ça leur a donné... Puis là, c'est les journalistes. Puis comme on avait la réunion-là, c'était ce qu'on appelait une couverture internationale parce qu'il y avait des députés de l'ensemble des pays, mais aussi du Québec. Et je ne sais pas à ce fois-là s'il y avait une représentante des États-Unis, mais en tout cas, c'était comme... Alors, ça leur donnait plus de pouvoir parce qu'il y avait un œil international là-dessus, là. Mais ça s'est bien réglé parce qu'on avait la ministre de la Sécurité publique qui était là en même temps que nous au dîner, hein. Alors, le lendemain, avec l'aide des syndicats puis les groupes de femmes, ils ont bloqué les portes de l'Assemblée jusqu'à temps que le président décide qu'il rappelait le projet de loi pour un autre vote. Alors, ça s'est bien réglé. Et il a été adopté? Oui. Vous avez des bonnes relations avec vos collègues du même parti, mais des fois, il y a des opinions différentes. Ça vous est arrivé avec M. Chevrette et M. Landry, qui étaient ministres, pour l'appellation du pont Papineau-Leblanc. Ils voulaient changer le nom. Et vous ne vouliez pas? Parce que M. Papineau était connu, M. Leblanc peut-être moins. Non, c'est ça. M. Leblanc, moi, mais M. Leblanc, c'était une des familles fondatrices de Laval, là. C'était un fermier à Duvernay et c'était une famille importante dans Laval, là. Une des premières familles qui était fondatrice à l'île Jésus. Alors, c'est sûr que les gens ne le connaissaient pas, mais il était important pour Laval. Puis le pont Papineau-Leblanc, bien, justement, arrivait dans le comté de Mille-Îles. Et la famille aussi avait demandé qu'on ne permette pas ça. Alors là, je me suis juste opposée publiquement, puis j'ai envoyé l'opposition là, à la commission de toponymie. Puis finalement, bien, ça s'est arrêté là. Madame Leduc, en janvier 2001,
au retour des fêtes, M. Bouchard annonce sa démission. Comment vous avez réagi à son départ et aux raisons de son départ? Oui, bien, disons qu'à son départ, je pense que tout le monde, quand veut quitter, a le droit de quitter. C'est plus particulièrement les raisons de son départ. Quant à moi, il a donné comme raison qu'il ne croyait plus à la souveraineté. Moi, je pense que même si on ne croit plus en quelque chose, on doit laisser les autres qui y croient encore faire leur travail. Je pense qu'il y avait d'autres raisons pour motiver son départ, là. Alors, c'était un peu ça, parce qu'on avait travaillé ensemble. Peut-être qu'il n'y croyait plus, mais ce n'était pas nécessaire d'en faire une raison de son départ. Ça m'a un peu froissé. Et c'est sûr que, bon, on le savait, là, quand on a été convoqué à Québec pour monter à Québec, je pense que c'était le 11 janvier, quelque chose dans le genre, là. On savait que c'était pour être pour ça. Alors moi, j'étais justement en vacances à ma maison de campagne dans l'Outaouais avec mes petits-enfants dont l'école devait être recommencée à ce moment-là. Alors, je ne suis pas venue à Québec, là. Je le savais d'abord, puis les raisons, ça avait déjà sorti, là, ça fait que ça ne me tentait pas de vivre ça. La campagne à sa succession s'est enclenchée. Rapidement, vous avez appuyé Mme Marois. Ça allait de soi pour vous? Oui, ça allait de soi pour moi, parce que j'avais appuyé Mme Marois dans ses précédentes campagnes à la chefferie, là. Et ça allait de soi, pas juste pour ça, là. Je lui maintenais mon appui parce que je pense que Mme Marois est quand même une femme exceptionnelle, puis en politique, avec beaucoup de passé politique et de compétences qu'elle a acquises. Et au printemps, le nouveau premier ministre, qui était M. Landry, vous nomme adjointe parlementaire de Mme Diane Lemieux aux affaires culturelles et communications. Est-ce que vous aviez là aussi des responsabilités comme à la santé? Bon, c'est sûr qu'avec Mme Lemieux, je connaissais bien Mme Lemieux du temps du CIEF, il faut souligner, là, parce qu'elle était dans un groupe de femmes, elle aussi. Alors, avec Mme Lemieux, mes responsabilités ont été plus au niveau de la commission parlementaire, là. C'est plus là que j'exerçais. Mais je dois dire qu'elle m'avait offert la responsabilité d'un dossier en tout cas, que je regrette aujourd'hui de ne pas avoir accepté. C'était l'autoroute de l'informatique. Et moi, vraiment, je ne suis pas béotienne, mais presque encore là-dedans. Alors, tu sais, j'avais pas de goût de m'impliquer là-dedans, là. Je pense que si j'avais eu le goût, là, j'aurais eu la responsabilité de ce dossier-là. Alors, à ce moment-là, je faisais beaucoup de représentations pour elle, par exemple. Dans le domaine culturel, il y en a beaucoup à faire. Oui, c'est ça. Bon, je fais beaucoup de représentations pour elle. Et les travaux en chambre, c'est sûr qu'à ce moment-là, on se parlait là, pour les travaux dans la commission de la culture, là, tu sais. On s'entendait là-dessus. Alors, disons que ça a été un petit peu plus mollo pour moi là-dedans, mais j'étais quand même aussi en fin de carrière à ce moment-là. Là, tu sais, Mais à l'Assemblée nationale, vous n'aimiez pas le ton parfois, surtout à la période des questions, les échanges entre l'opposition et le gouvernement. Avez-vous tenté des expériences pour améliorer les choses? Bon, c'est arrivé à une occasion, là, parce que je savais que les gens s'échauffent là, à l'Assemblée nationale. Mais à une occasion, Mme Gagnon-Tremblay et moi présentions une motion commune contre la violence aux femmes et aux enfants, si je me souviens bien, là. En tout cas, c'était de ce style-là. Et les associations il y avait une association, en tout cas, qui aussi nous avait demandé là, de collaborer à la présentation de cette motion. Elle voulait avoir des enfants dans les tribunes. Alors, ils ont demandé à Mme Gagnon-Tremblay et moi si on pouvait demander à nos caucus respectifs que pour cette période de questions, il y ait de la civilité et pas de violence verbale. C'est pas nécessairement de la violence verbale, mais en tout cas agressif, là, tu sais, que ce soit moins agressif compte tenu qu'il amenait des enfants là, puis eux autres, ils voulaient les convaincre que c'était contre la violence, là, tu sais. Alors, on a présenté ça. Mme Gagnon-Tremblay, je n'ai jamais demandé comment ça avait été à son caucus, là. Mais moi, j'avais présenté ça, je devais présenter ça à mon caucus. Puis là, quand j'ai dit ça au président de caucus, qui était François Gendron, il dit « Donne-moi là ta chose, c'est moi qui vais le présenter. » Je dis « Regarde, il devait s'attendre à quelques réactions. »
Mais c'est sûr qu'il y a eu quelques réactions un peu vives, là, mais dans le sens plus que les gars ne souhaitaient pas se faire dire quoi faire ou se faire la leçon comme par une maîtresse d'école. Là. C'était plus dans ce sens-là. C'est pas qu'il était nécessairement... Ça n'avait rien à voir avec la motion. Là. Il était pour la motion. Ça n'avait rien à voir. Et la période de questions s'était déroulée dans le calme? Oui. La période de questions, le lendemain, de toute façon, s'était déroulée dans le calme. Bon, le but était atteint. C'est ça. Mais à part de ça, pour le reste du temps, je n'ai pas cherché à leur faire la morale. J'avais d'autres dossiers, je voulais faire progresser, j'avais besoin d'alliance. Oui. Vous avez annoncé votre retraite de la vie politique en janvier 2003. Est-ce qu'il y avait une raison particulière ou plusieurs raisons? Oui, d'abord, j'avais eu des ennuis de santé en 2002. Là. Alors, c'est sûr que c'est fatigant, la vie, puis on n'a pas beaucoup de temps consacré à se consacrer à soi-même. Alors, moi, j'avais eu un cancer. Là. Alors, bon, ça avait bien marché. J'avais gagné ma bataille, mais je souhaitais que ça reste comme ça. Alors, je ne souhaitais pas me mettre dans une position où peut-être ça aurait pu revenir. Je voulais avoir le temps de m'occuper de moi-même. J'étais aussi rendue à l'âge de la retraite. J'avais fait 3 campagnes électorales, 3 campagnes référendaires. Ça use un peu, n'est-ce pas? Alors, j'étais rendue à l'âge de la retraite. Je voulais avoir plus de temps pour moi. J'étais grand-mère à ce moment-là aussi. J'avais commencé à goûter aux jouets. Et je me dis, c'est bon qu'il y ait de la relève aussi. À un moment donné, on fait son temps, on pousse ce qu'on a à pousser. Puis, c'est bon aussi qu'il y ait de la relève. Alors... Vous avez poussé plusieurs dossiers durant votre carrière politique, avant la politique et pendant. Quelles sont les réalisations dont vous êtes, une grande fierté d'avoir amené à terme? C'est sûr que je l'ai dit tantôt, c'est l'adoption de la loi de l'équité salariale. Ça, c'est comme une chose pour moi qui a été bien importante. Et je pense que cette loi-là, elle a eu aussi des rebondissements parce que moi, j'étais aussi présidente des échanges là, avec la communauté française de Belgique. Alors, je me souviens qu'au moment où on parlait de l'adoption de la loi de l'équité, il y avait eu une mission ici. Puis le président, lui, il m'appelait la passionnariat de l'équité salariale. Puis il disait, tu ne l'auras jamais, ta loi, Lise. J'ai dit, oui, je vais l'avoir. Puis j'ai dit, quand je vais l'avoir, je vais tout vous en envoyer une copie. Et je l'ai fait. Et éventuellement, ils ont adopté une loi qui ressemblait un peu à ça. Alors, ça a des impacts quand même. Puis la mise sur pied du réseau des femmes parlementaires, parce que c'était nouveau, ça aussi. Là. Tu sais, c'est quelque chose que... Il y a des dossiers que j'ai fait avancer, que j'ai aidé à faire avancer avec d'autres. Et en Mille-Îles, à Laval, dans votre comté, des plus petites choses moins évidentes. On a parlé du pont, on a parlé de l'hôpital, on a parlé du métro, mais des choses qui sont moins flamboyantes. Est-ce qu'il y en a qui vous ont fait plaisir? C'est sûr que le travail dans le comté, essentiellement, est le travail de rencontrer les commettants là, ou les gens qui résident dans le comté qui ont des difficultés avec l'appareil étatique, là, que ce soit Hydro-Québec, CSST, aide sociale, impôts. Dans le fond, c'est leur relation avec l'appareil étatique. C'est là qu'on peut les aider. C'est ce qu'on appelle, dans le fond, les cas de Conti. Là, Alors ça, c'est aussi très valorisant de pouvoir aider concrètement des personnes. Et je peux me rappeler une anecdote. Je vous ai dit que je faisais beaucoup de porte-à-porte. Et à un moment donné, il est arrivé une personne, je pense que c'était quelque chose avec l'hydro. Je ne peux pas me rappeler exactement de quel dossier. Mais finalement, on avait réussi à régler le dossier là, à sa satisfaction, puis à la satisfaction d'Hydro aussi. Il faut faire ça. Et puis, elle dit, Madame Leduc, elle dit, vous rappelez-vous de moi? Ça, c'était après que... j'ai dit non. Elle dit, vous étiez passé chez nous dans le porte-à-porte. J'ai dit oui, bien là, j'ai dit non, j'en fais beaucoup de porte-à-porte. Oui, mais elle dit, je vous avais dit, elle dit, je ne sais pas à quoi ça sert un député. Bien, elle dit, je veux vous dire aujourd'hui que je sais à quoi ça sert. Fait que c'est gratifiant, là, des choses comme ça. Là, ça c'est pas un peu exemple. Le dernier recours, le député? Oui. Oui, c'est ça. Là. Quand on parle d'Hydro-Québec, c'est comme les gens se font couper l'électricité, puis là, ils leur demandent de payer leur arréage tout d'un coup. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on négocie avec les gens d'Hydro pour dire, voici, la personne nous dit qu'elle est capable de payer tant par mois, etc. Pouvez-vous l'étaler, etc. Vous avez aimé votre expérience en politique? Ah oui, j'ai aimé mon expérience en politique. Je pense que, comme tout travail qu'on fait,
il y a des côtés qu'on aime moins puis des côtés qu'on aime plus, là. Mais je pense qu'aussi, dans tout le travail qu'on fait, on peut se tailler des niches dans ce qu'on aime puis travailler ça. Alors, je pense qu'en politique, moi, ça m'a beaucoup apporté. J'ai pu réaliser des choses et je suis quelqu'un d'équipe, hein? Alors, c'est aussi un travail d'équipe. On peut dire que c'est ça, mais quand tu veux faire avancer, c'est aussi un travail d'équipe. Alors, ça m'a beaucoup apporté. J'ai appris des choses et j'espère en avoir donné aussi... avoir apporté des choses aux gens aussi pour avoir amélioré leur situation. C'est ça qui m'intéressait, moi, en politique. C'est ça que vous aimeriez qu'on vous décrive comme députée, comme une travailleuse d'équipe, une députée d'équipe? Oui, oui. J'ai toujours été solidaire. Dans le fond, c'est sûr que j'avais mon franc-parler, puis d'ailleurs, je pense que c'est une qualité qu'on me reconnaissait parce que même mes adversaires, là, même si on s'affrontait sur un dossier, moi, je savais que ce que je disais, c'était là, puis je disais rien d'autre de différent ailleurs, là, tu sais. Alors, et une fois que c'était réglé, j'acceptais là, que je gagne ou que je perde. J'acceptais quand même la décision et j'étais quand même solidaire. Alors, j'étais une députée de terrain dans mon comté, là, tu sais, j'aimais beaucoup voir les gens. Et j'ai aimé ça. Ça m'a apporté... je peux pas dire que je sors amère, parce que c'est sûr qu'il y a des côtés qui sont plus difficiles, là. Alors, je savais, là, mes illusions. J'avais pas d'illusions, mettons. C'est ce qu'on pouvait faire, mais je pense que c'est important qu'il y ait des femmes en politique et je les invite à aller en politique, encore une fois. Et justement, vous avez quitté la politique, mais de quelle façon, là, vous vous intéressez encore à la politique? Bien, quand j'ai quitté la politique, moi, j'ai une maison de campagne en Outaouais, là. C'est sûr que j'y vais beaucoup plus que quand j'étais en politique. Alors, je pense que l'année suivante, là, je faisais partie de l'Association des propriétaires du Lac-Simon, mais là, je leur ai dit que j'avais plus de disponibilité à la retraite. Alors, je me suis retrouvée à la présidence de l'Association des propriétaires du Lac-Simon, dont le mandat est la protection de l'environnement pour le Lac-Simon, la qualité de l'eau, etc. Alors là, j'ai comme continué à faire du travail politique auprès de la municipalité. De représentation pour la protection de l'environnement. Et le niveau municipal, genre l'échevinage, ça ne vous intéressait pas? Non. Là, je pense que j'avais fait vie publique, ce que j'avais à faire comme députée, et je n'avais pas le goût de reprendre ça. J'en ai fait quand même un petit bout, par exemple. C'est assez cocasse, ça, parce que l'année suivante, quand j'ai été élue présidente, bon, il y a eu une proposition de Fusionner? Fusionner, oui, la municipalité du Lac-Simon avec une municipalité voisine. Et là, l'Association des propriétaires ne souhaitait pas cela. Alors, je me suis retrouvée présidente du comité du non contre la fusion. Le comité du non, ça faisait changement, mais j'ai gagné un référendum. Celui-là. C'est ça, voilà. Vous avez travaillé sous 3 chefs, Premier ministre, M. Parizeau, M. Bouchard, M. Landry. Quelle relation avez-vous? Est-ce que les relations étaient différentes de l'un et de l'autre? Bien, je pense qu'il y a toujours eu une relation de respect là, entre les 3 chefs qui étaient là, que ce soit M. Bouchard, M. Landry ou M. Parizeau. C'est sûr que, bon, M. Parizeau et moi étions un peu plus de l'aile social-démocrate que M. Bouchard. Mais je peux pas dire... Là, puis M. Landry, bien, M. Landry, je le connaissais. Lui, je l'appelais Bernard. Là, je veux dire, je le connaissais parce qu'il avait été député à Laval, tout ça. Alors, c'était peut-être un peu plus proche là, oui, tu sais. Mais je dois dire que pour la question des dossiers, là, je peux pas dire là, que moi, j'allais là, puis je traitais mes affaires. C'est sûr qu'ayant été dans le PQ assez longtemps, je connaissais beaucoup de gens, puis les gens me connaissaient. Donc, je pense que les relations ont été quand même bonnes pour les 3 premiers ministres. J'avais peut-être plus amicale avec M. Landry un peu, plus d'atomes crochus avec M. Parizeau, mais quand même, c'était correct avec la loi d'équité salariale. J'étais très contente de M. Bouchard. Là. Toute votre carrière politique a été consacrée principalement à l'avancement de la condition féminine. Est-ce que vous étiez plus féministe que souverainiste ou l'inverse? C'est une question que des collègues m'ont posée à un moment donné, et c'est une question que je me suis posée, et je dois vous dire que j'ai pas beaucoup de réponses. J'ai pas vraiment la réponse à cela. Je pense que les 2 causes, c'est des causes de recherche d'autonomie ou d'indépendance, là, l'autonomie financière des femmes, l'avancement. Alors, je pense que ça dépend des moments où je devais être plus souverainiste pendant les campagnes référendaires, mais à ce moment-là, je pense que les 2 causes, je suis pas
pas capable de dire qu'il y en a une qui prime plus que l'autre, sauf que je n'aurais pas poursuivi mon travail politique d'avancement de la cause des femmes dans un parti qui n'était pas souverainiste. Alors, je ne sais pas comment l'expliquer, là. Est-ce que ça veut dire que la souveraineté est plus importante? Je ne suis pas certaine. Merci beaucoup, Mme Leduc. Ça m'a fait plaisir.